les militaires le moins payés touchent 100 000 francs. Ça, c'est votre régime. Vous êtes toujours dans la 100 000 francs. 100 000 francs. Prime de guerre, 10 500 francs. Alors, c'est là. Les Congolais conscients savent qu'il y a double niveau de commandement dans ces pays. Quand les autres suivent Félix Tshisekedi, la plupart des officiers militaires dépendent des humeurs de M. Kabila. Nous avons de mercenaires dans cette armée. C'est dans ces pays et sous le régime Kabila où un Rwandais pouvait quitter Kigali. Il passe une nuit sur les sols congolais. Le matin, il est congolais. Il est général dans l'armée. Et ça, et vous, aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau en train de parler politique et de citer les noms de cette icône, avec d'ailleurs légèreté. C'est parce qu'il y a une démocratie. Et cette démocratie ne vient pas seulement de toi ou de moi, de qui. Ça devient d'un individu. De cette... Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bienvenue à cette émission Réplique Débat. Mesdames et messieurs, nous revenons aujourd'hui avec le même plaisir pour parler de la politique en République démocratique du Congo, surtout l'actualité qui est à la tête aujourd'hui. On parlait du discours du chef de l'État, le retour de Martin Fayulu et les tueries à Béni. Là, on en parle toujours. Cette nuit, il y a eu plus de 22 personnes tuées et surtout, selon certaines informations, le membre d'une même famille, et puis d'une famille d'un journaliste. Alors c'est vraiment des choses qui font très mal. Alors nous allons analyser avec les invités sur ce plateau. Aujourd'hui, nous recevons pour la toute première fois Kizu Tongoyi. Il est membre du PPRD. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à votre côté, nous avons Maître Eli Kongolo. Il est analyste politique. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, avec vous deux, vous avez en face de vous Alain Bolodja. Il est de la nouvelle classe politique de l'opposition. Le président, le coordonnateur. Le coordonnateur. Le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Sur ces plateaux, nous allons parler, donc vous avez suivi, très chers téléspectateurs, nous avions reçu les journalistes et la presse qui a analysé le discours du chef de l'État. Maintenant, place aux politiques sur ces plateaux pour analyser le discours du chef de l'État. Bien sûr, qui a été dit le vendredi 13, le vendredi 12, le vendredi 13 décembre. Alors, nous commençons directement avec Alain Bolodja. Vous avez suivi les discours du chef de l'État, 2h37, 37 minutes et 40 pages. Un discours qui a brossé presque tous les secteurs de la vie. Pour une première, nous avons observé un discours très kilométrique. Sur le plan forme, comment vous l'analysez? Bon, je salue le co-débatteur de ce jour. Je me suis donné la peine de suivre le discours de M. Félix Tshisekedi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations, mais fort malheureusement, c'est un discours mal structuré. Il y avait trop de ruptures, il y a eu beaucoup d'écueils, mais ce qui est vrai, il a brossé, comme vous l'avez dit, tous les secteurs de la vie nationale. En commençant par la forme, si vous analysez profondément ce qu'il a dit, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi ou ceux qui ont rédigé ces fameux discours ont créé beaucoup de ruptures, il y a eu beaucoup de cassures en termes d'agencement des idées, mais aussi en termes de présentation des faits sur le terrain. Il a pris, comme vous l'avez dit, il a commencé à partir de 12h26. Il a pris pratiquement 20 minutes dans un discours purement partisan. Il s'est plus déversé dans ce que nous appelons les kikinois. Et fort malheureusement, on n'avait pas compris. C'est après 20 minutes. Les kikinois, c'est quoi? C'est après 20 minutes. C'est quoi les kikinois? Je veux expliquer. C'est après 20 minutes qu'on a senti qu'il y avait effectivement un discours qui apparaissait plus structuré. Et fort malheureusement, même dans le contenu, on sentait qu'il y avait des ruptures.
La première partie, il s'est versé dans ce que le quinois font d'habitude. C'est-à-dire nous lancer dans de concepts qui n'avaient pas de sens. Il a plus jeté des fleurs à ses partenaires, à ceux que lui considère comme des références. Et après, il a commencé à aborder la question touchant effectivement la nation. Si on entre dans... On se limite déjà au niveau de la forme, vous allez vous rendre compte que même le cadre posait problème. Il vous souviendra que toutes les années passées, ou les législatures passées, avant que l'on convoque le Congrès, généralement, on commence d'abord à élaborer les règlements intérieurs. Et tout règlement intérieur doit commencer par avoir l'aval ou sinon être validé par la Cour constitutionnelle. Exceptionnellement, ces règlements intérieurs a été adopté 2 jours avant la tenue du fameux Congrès. Ce qui sous-entend que la Cour constitutionnelle n'a pas certifié ou sinon validé la constitutionnalité. Vous êtes sûr? Mais c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit qu'on a convoqué. Qui vous a dit? Non, mais la presse. La presse et même les institutions nous ont dit que le règlement intérieur a été adopté 2 jours avant la convocation du Congrès. Vous êtes sûr que la Cour constitutionnelle... Et effectivement, là, sur ce point-là, je ne pense pas qu'on a eu à consulter ou sinon à envoyer le règlement intérieur au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle... Non, mais il n'y a pas une autre information contraire à ce que j'ai dit. Selon vous? Non, mais j'ai dit, il n'y a aucune information contredisant ce que j'ai dit. Je ne sais pas si la Cour constitutionnelle s'était statuée, d'abord pour adopter, valider le règlement intérieur. Au-delà de ça, on s'est rendu compte que M. Félix Tshisekedi et les autres n'ont pas respecté certains principes élémentaires en ce qui concerne le protocole. Alors, dans le fond, on constate qu'il y avait trop de ruptures, comme nous l'avons dit. L'agencement des idées n'était pas respecté. Et il y avait trop de contradictions en termes d'état des lieux, mais aussi en termes de projection. C'est-à-dire en termes des idées forces pour justifier les actions. Il y a beaucoup de redites, il y a beaucoup des actions projetées, et fort malheureusement, le diagnostic n'a pas été bien fait. Donc, sur le plan forme, vous pensez que ce n'était pas bien présenté? Effectivement, il y avait trop de redondances, il y avait trop de faiblesses. En dehors de faiblesses, est-ce que tu peux énumérer quelques éléments importants? Oui, mais par rapport aux faiblesses. Non, vous avez parlé de faiblesses. Maintenant, les éléments positifs. Non, mais les éléments positifs, ça dépend d'abord du cadre. Parce que nous avons senti que c'était plus un discours populiste et politique que faire un état de la nation. Merci Parce qu'en réalité, on devait sentir ou on devait voir dans son discours qu'il a présenté la situation du pays, il a fait une projection de ce qu'il pense trouver comme solution par rapport à cette réalité. Merci. Mais fort malheureusement, on a senti qu'il y avait beaucoup d'idées et il est allé même au-delà de la limite temporelle et ce qui justifie la faiblesse de son discours. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Alors, Maître Eli Kongolo, avec quel regard vous avez observé ces discours, surtout, commençons d'abord sur le plan forme, avant de parler du fond. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En tout état de cause, je ne saurais pas, je ne pense pas que cela soit en fait l'objet de cette émission, de faire une analyse grammaticale, donc sur le plan de la forme du discours du président de la République. Voyez-vous, je ne peux pas ici comprendre que la maman vendeuse de pain qui est en Gabon en ce moment où nous discutons par devant ce plateau, qu'est-ce qu'elle attend par la forme dans l'ensemble, à travers les discours présentés par le président de la République. Mais ce qui est vrai est que les 90% des Congolais sont unanimes que le discours a été très bien présenté. Mais ce qui importe pour nous à cette occasion, c'est de dire à nos concitoyens quel a été le contenu de ces discours. Pas? Nous commençons avec la forme parce que c'est pour la toute première fois un discours de 2h40 et c'est
la toute première fois également pour Félix Tshisekedi d'être devant les deux chambres réunies en congrès. C'est ce que j'étais en train de dire, monsieur le journaliste. Vous m'aviez malheureusement interrompu. Et donc, en ce qui me concerne, si ces 2h40 ou encore moins 3h ou au-delà étaient concentrés au bien-être des Congolais, et que si le contenu de ce discours qui a pris plus de 2 heures du temps a rencontré l'assentiment du peuple congolais, je m'en réjouirais. Et donc, je suis très réservé de faire des commentaires sur le plan de la forme, mais du moins, tout le monde a été unanime, que les choses se sont très bien passées et que toutes les précautions ont été prises, au point qu'il n'y a eu aucun incident. Le chef de l'État s'est présenté et il a tenu plus de 2 heures du temps à parcourir, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, presque tous les secteurs de la vie. Et ce qui importe, c'est de décortiquer le contenu de ces discours par rapport aux Congolais moyens. Est-ce que les Congolais se sont-ils retrouvés à travers les discours prononcés par le président de la République plutôt que de rester merci beaucoup, de perdre vous son êtes dans temps sur le plan de la forme? Ah oui, bon, en fait, ici, il faut souligner que sur le plan de la forme, comme vous voulez le dire, le chef de l'État était bon. Lorsque vous regardez la forme d'abord des discours, parce que je les lis, j'ai relis, j'ai compris que toutes les règles ont été purement respectées. Bravo à cette équipe-là qui s'était concentrée sur la rédaction de ces discours du chef de l'État, en sorte que j'ai moi-même participé activement dans les débats politiques avant les élections dans ce pays. Je sais ce qu'a été les débats sur les différents candidats présidents de la République. Des choses qu'on a eu à essayer de relever sur les uns et les autres. Mais là, en regardant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'avait jamais été ministre dans ce pays, qui n'avait jamais été quelque part pour se tenir en dehors de la masse qu'il a eu à maîtriser au sein du parti politique du DPS. Il s'était jamais tenu devant des institutions de manière réunie, devant les congrès, et tenir un discours, rester cohérent. Il n'a pas tremblé, voilà, c'est très important. Il avait la certitude dans ce qu'il était en train de dire. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Et c'est aussi une preuve là-dessus, de dire même aux autres compatriotes, c'est qui doutait qu'un jour ils ne peuvent pas devenir à de certains postes de responsabilité et allier des rêves et d'avoir des ambitions pour y parvenir. D'y travailler. Voilà. Mais ici, lorsqu'on essaie un peu de disséquer les fonds, on trouve que le chef de l'État a été à la hauteur. Pour la première fois, pour celui qui n'avait jamais été président de la République, avoir rencontré presque tous les secteurs de la vie nationale de notre pays, c'est quelque chose à applaudir. Et aussi, lorsque vous regardez à la fin, il finit par donner un point de vue sur ce que sera l'année 2020. Il dit l'année de l'action. C'est pour dire que tout ce qu'il a essayé de voir pendant une année qu'il est au pouvoir, des choses peut-être à son point de vue qui n'ont pas marché tel que voulu, il promet que l'année 2020, c'est l'année où il va poser les actions pour faire en sorte que les pays puissent aller de l'avant vers ces pays-là. Vendu par tous les autres. Certaines personnes disent que Joseph Kabila, en son temps, parlait également de l'année du social. Mais on n'a pas vécu l'année du social. C'était également une année où il y a eu beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez que l'année de l'action sera possible avec ce que Félix Tshisekedi a présenté? Voilà, merci beaucoup. Ça va marcher. Je ne m'inscris pas dans cette ligne-là de comparaison. Entre Joseph Kabila, il promettait que les choses marchaient, ne marchaient pas. En ces jours, ce qu'il faut regarder en face, c'est que la République marche. C'est qu'il y a eu un président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a eu à poser les fondamentaux de la République. Et qu'aujourd'hui, sans lui, la République marche. Tu vois ce qui est important, parce que à l'époque, certains disaient si Kabila, bon, je ne dis même pas Kabila, à l'époque de Mobutu, on disait si Mobutu n'est pas là, c'est le chaos, c'est le déluge. Voilà que les pays marchent après Joseph Kabila. Les pays en train de marcher. Même le PPRD avait l'habitude de les dire. Non, on ne l'avait jamais dit. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans notre coalition, les choses sont en train d'évoluer. 11 mois après, vous le réclamez, c'est ça un peu? Non, vous ne trouverez aucun document officiel du parti réclamant Joseph Kabila Kabange. Donc vous ne les réclamez pas? Non. Il est certes vrai que nous ne sommes pas encore pendant les échéances électorales où nous serons chez nous. Pour être candidat à n'importe quel poste, c'est lors du congrès. Les camarades réunis à ce congrès, ils choisiront celui qui sera notre futur champion. Revenons au débat, Alain Bolodja. Lorsque le président de la République dit dans son discours
c'est pour la première fois qu'un président de la République entrant fait son discours au moment où son prédécesseur est en vie. C'est vraiment une avancée significative pour le pays. On doit s'applaudir. Rien que pour cette alternance, on voit un président entrant et un sortant. Et surtout s'il était dans ça allait être mieux. Bon, connaissant Kabila, il ne pouvait pas être là. Il ne pouvait pas être là. Mais ce qui est vrai, la finalité de l'action gouvernementale ne doit pas être de voir un ancien président vivant et un président entrant qui fait son discours. La finalité de l'action politique doit être effectivement l'amélioration des conditions de vie et le renforcement des structures de l'État. Parlons de la vie de la population. Il a dit qu'il va lutter contre la corruption et il va mettre en place des structures pour bloquer le coulage des recettes. Il a parlé d'une justice spécialisée pour des questions de taxes et consorts, de douanes. Alors, comment vous avez accueilli cela? Bon, en fait, voilà pourquoi je disais qu'il y avait trop de redondance. Le discours a été mal structuré. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans un discours sur l'état de la nation, ce qui est important, effectivement, on doit relever tous ces éléments. Il a donné d'abord la situation du pays de manière générale et fort malheureusement on s'est rendu compte que les statistiques n'ont pas été correctes. M. Félix Tshisekedi a utilisé des statistiques qui ne reflétaient pas les réalités du pays. Comme quelles statistiques? Par exemple, les conditions de vie de la population. Quand il parle de conditions de vie, il a semblé donner le taux d'inflation qui n'était pas ce que nous vivons sur le terrain. Pour être direct dans ce que vous avez, pour répondre directement à ce que vous avez posé comme question, vous allez vous rendre compte que même la structuration ou la présentation des faits sur le terrain ont posé beaucoup de problèmes. C'est tout simplement parce qu'il y avait près de 20 minutes qui ont été consommées justement pour satisfaire les appétits des uns et des autres ou satisfaire le public. Or, en réalité, dans un discours de l'État sur l'état de la nation, comme l'avons dit, il devait commencer d'abord à faire l'état des lieux. Il a fait l'état des lieux. Il a fait l'état des lieux, il a présenté le pays. Il a fait l'état des lieux dans le corps du texte. C'est-à-dire qu'il a déjà eu à développer certains points. C'est après qu'il commença à faire l'état des lieux. Ça pose déjà un problème de méthode. S'il avait posé les diagnostics et après fait des propositions, ça allait faciliter l'analyse. Voilà pourquoi nous allons faire... non, je réponds à votre question. Tout le monde parle pour que nous... Effectivement, mais je réponds à votre question. Ouais. La difficulté que nous avons, c'est quoi? Quand il fait des promesses en termes de solutions ou en termes de projection de l'avenir, ça a trop de cassures. Il nous est difficile d'analyser. Parce que lutter contre la corruption, c'est la mission dévolue à tout l'État. C'est-à-dire toutes les institutions ont pour mission de lutter contre la corruption. C'est vrai qu'il y a des entités qui sont appelées à insister sur, nous prenons ici la justice, mais il y a aussi d'autres services tels que la police, tels que les entreprises, tels que les autres institutions. Mais lorsqu'il s'engage à démanteler, comme il a dit, tous les réseaux mafieux de la corruption. Non, mais après, il s'est posé un sérieux problème en termes d'approche. Parce que quand il dit qu'il va lutter contre la corruption, mais la corruption doit commencer, lutter contre la corruption doit commencer d'abord au niveau de la présidence. Parce que parmi les gens qui ont été cités dans le fameux problème, le fameux dossier de 15 millions, il y a notamment le membre de son cabinet. Vous n'avez pas de preuves? Non, mais nous, attendez, les preuves de quoi? Les preuves de quoi? Des 15 millions de la personne qui a cité non, mais il y a un rapport. Il y a un rapport. Lui, vous avez vu les rapports? Les rapports existent. Non, vous avez vu? Oui, le rapport existe. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un sérieux problème en termes de conception. C'est ce qui justifie la faiblesse de ce discours. Merci beaucoup. Eli Kongolo, est-ce que ça sera facile ou réalisable de démanteler tous les réseaux de la corruption, comme le président l'a bien souligné? C'est ça en fait l'aîné du problème, monsieur le journaliste, vous voulez bien. Et nous n'avons cessé à travers ces plateaux de les dire, de les répéter de temps en temps, à chaque fois que l'occasion nous est accordée. En fait, c'est ça le plus grand problème avec Félix Tshisekedi, n'est-ce pas?
n'oublions pas les contextes dans lesquels Félix Tshisekedi a eu le pouvoir. Félix Tshisekedi a eu le pouvoir dans un contexte où un régime qui était en place ne voulait pas à tout prix, Vous avez vu, nous l'avions dit ici à plus d'une fois, plusieurs tentatives, n'est-ce pas, tendant à révision de la Constitution de la République, tendant à se maintenir totalement au pouvoir, tendant à s'éterniser au pouvoir. Nous l'avons dit ici à travers ce plateau. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, si vous voulez bien pour revenir à votre question, c'est vrai, Félix Tshisekedi a ramassé toutes les questions qui concernent l'État congolais, qui engagent, qui ont trait à la survie de l'État congolais. Il a ramassé les questions politiques, il a ramassé les questions sécuritaires, les questions économiques. C'est à ce niveau-là où il a semblé, où il a prétendu qu'il se mettait en fait à l'œuvre pour démanteler tous les réseaux. Mais le problème, le plus mot qui ronge notre société, c'est la corruption en fait. Mais moi je me dis, aujourd'hui, lutter contre la corruption, tel que le président de la République l'a dit, c'est aller en guerre contre ses propres partenaires. C'est même déboulonner les systèmes. Les partenaires, vous parlez du FCC. Et donc, je voudrais ici parler du FCC, le partenaire dont vous faites allusion. Du PPRD élargi, en fait, ce que vous appelez le PPRD. Et donc, lutter contre la corruption, lutter contre les réseaux mafieux en République démocratique du Congo, c'est aller en guerre contre ses propres partenaires. C'est déboulonner, en fait, les systèmes. Puisque l'alternance dont on prétend ici, il ne suffit pas qu'il y ait changement des individus à la tête de l'État comme nous l'avons vécu. Mais l'alternance ici doit être traduite sous forme d'un programme de gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente un changement dans le programme de gouvernance, qu'on sente un changement du système. Et lutter contre la corruption ici, c'est lutter contre le système qui a existé. Mais Félix Tshisekedi, en prenant les affaires en main, il nous avait promis. Mais, monsieur Lecœur, vous ne pouvez pas acheter un véhicule demain de quelqu'un et commencer à rouler à bord de ce véhicule sans l'entretenir, sans faire un état des lieux du véhicule que vous avez acheté. Mais il a dit qu'il ne va pas fouiner. Il ne va pas fouiner dans le passé. Je ne dis pas qu'il aille fouiner dans le passé, mais il ne peut que faire un état des lieux de l'État qu'il a hérité, puisque Tshisekedi a hérité d'un État totalement en faillite. Il faut qu'il fasse un état des lieux de ce qu'il a hérité et qu'il nous dise par quel moyen, avec quel mécanisme il pourra lutter contre la corruption, puisque le FCC, c'est le reflet même de la corruption, c'est le reflet des détournements, en fait, c'est le reflet du mal. Donc vous voulez dire que contre la corruption, c'est aller en guerre contre ses propres partenaires, et il doit en avoir de moyens conséquents. Donc vous voulez dire que le président peut avoir des bonnes intentions, mais ses partenaires bloquera la réalisation de ce projet. Mais monsieur Lecœur, les intentions, c'est en vous-même. Tout le monde peut avoir des intentions, mais ces intentions doivent être matérialisées sous forme des actes. N'est-ce pas? Tshisekedi a de très bonnes intentions. Il a la volonté politique, personne ne peut en douter. Mais cette volonté politique raconte une résistance farouche dans les champs de ses partenaires qui ne sont pas en réalité sincères envers lui, n'est-ce pas? Alors, sur base de quels éléments que vous le dites? Sur quelle base des éléments que vous présentez? Mais plusieurs faits le démontrent. Plusieurs faits le démontrent, n'est-ce pas? Comme quoi? Il n'y a pas longtemps, vous avez appris dans cette République qu'un vice-ministre des Finances a été empêché d'accéder à son bureau, y compris ses collaborateurs. Pendant qu'il y a des morts ici, n'est-ce pas? Pendant qu'il y a des inondations, n'est-ce pas? Mais les partenaires du président Félix Tshisekedi se sont retirés du pays c'est pas interdit, se sont retirés et nous l'avons dit ici à son temps. Donc c'est sur base de ces éléments-là que vous dites que le FCC ne va pas favoriser. En ramenant même, si vous voulez bien, certains des ministres en fonction qui sont des ministres d'État. Vous avez vu les chefs de l'État lui-même descendre, aller plaider avec ceux qui plénichaient. Et donc ces intentions sont bonnes, mais ces intentions doivent être matérialisées. Ok, Maître Kizito, vous rigolez un peu lorsque Maître Kongolo parlait. Non. Le FCC, soit le PPRD, c'est le visage même de la corruption, c'est ce qu'il semble dire. Non. Le PPRD n'est pas une poubelle où chacun il se réveille le matin, il prend toutes les saletés du monde, il va les jeter là-bas.
Le PPRD, c'est ce parti-là qui fait aujourd'hui la fierté de toute la République démocratique du Congo en accordant pour la première fois la passation de pouvoir dans ces pays, nous faire vivre. C'est le PPRD qui l'a accordé. Nous faire vivre. C'est lui qui était le président sortant, il est le président national du PPRD. Et que le PPRD ayant aujourd'hui le contrôle de toutes les provinces en termes de députés qui sont venus ainsi de partout. S'il fallait tout simplement ne pas voir les choses en face, peut-être on aurait peut-être glissé comme il essaie de le dire ici. Mais seulement le Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie a dit non. Il est temps aujourd'hui de faire vivre à nos enfants pour donner des leçons qui resteront à jamais. 100 ans, personne ne restera plus au pouvoir au-delà des mandats constitutionnels lui révolus par la Constitution. Et donc, ce sont ces choses qui devront faire en sorte que tous les autres, les co-débatteurs, mais les autres compatriotes puissent jeter des meilleures paroles, des meilleures phrases à ces partis. Alors, parlons de la corruption. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut facilement lutter contre la corruption. Vous savez que le mot d'abord corruption, c'est même une infraction. Lorsque vous ouvrez les codes pénals congolais, les codes pénals congolais est en train de sanctionner qu'il s'agisse des corrupteurs, mais aussi des corrompus. Tous ces deux, ils sont sanctionnés par les codes pénals. Il suffit tout simplement que la justice puisse faire le travail. Mais aussi, lorsqu'on parle de la corruption, il ne faut pas que les juges ou les magistrats qui est dans son cabinet qui puissent se comporter comme un magicien. S'il n'y a pas de faits qui lui sont rapportés, présentés, et par toi, par lui, par moi, par les autres, pour dénoncer à tel endroit, il y a ceci, il y a cela, et on doit engager l'action pénale contre les récalcitrants. Voilà là où nous disons, à ce jour, avec la compagnie... Vous savez que sous la gestion de Joseph Kabila, le pays était mal coté, le pays le plus corrompu. Non, vous ne pouvez pas le démontrer. Lorsque vous dites que le pays était mal coté, c'est faux, parce que, pour parler que c'était mal coté, il faut savoir d'où nous venons. Prenez les temps, les 18 ans de Joseph Kabila Rabang, vous voulez les comparer avec quoi pour dire qu'on a mal géré? Parce que c'est comparé avec la condition de vie de la population. Non. Oui. Regarde. Vous n'êtes pas d'accord avec moi par rapport à la vie de et d'ailleurs, les conditions de vie de la population congolaise a évolué. Prenez par exemple, avant que Joseph Kabila ne devienne président de la République, on n'avait jamais atteint un budget d'1 milliard, par exemple. Si on a atteint pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays un budget de 1 milliard en 2001, 300 quelques millions. Voilà, lorsque Joseph Kabila est arrivé, c'est avec lui que nous sommes partis d'1 milliard, 2 milliards, jusque là où il a laissé les pays. 4 milliards. Si avant Joseph Kabila... Il a laissé les pays à 4 milliards. Ah oui, c'est très important. Il a né le Félix Tshisekedi 10 milliards. Non, ça s'appelle le bidet. On n'a pas encore, c'est 2020. C'est 2020. Vous savez ce qu'on a connu dans ces pays avec tout ce qu'il y a comme chute de produits, de matières premières qui font en sorte qu'aujourd'hui, que nous puissions connaître des difficultés financières. Parce qu'il n'y avait pas la diversification de l'économie qui est prônée aujourd'hui par Félix Tshisekedi. Mais aussi, regarde bien. On a toujours eu des bonnes intentions, mais il y a la gestion quotidienne des pays qu'il faut. C'est là où on va juger Félix. C'est là qu'on va juger. Merci beaucoup. Parce que aussi, Joseph Kabila promettait des choses. Il y a des choses qu'il a eu à accomplir, mais il y en a d'autres qui lui ont échappé le contrôle. Vous voyez-vous, mais ça n'a pas empêché à la République de marcher. La condition de vie des Congolais reste précaire. Pendant 18 ans de Joseph Kabila, maître Kissou. Précaire, c'est par rapport à quoi, par exemple? Par rapport à la santé, par rapport au panier ménager. Vous avez vu des hôpitaux être construits. Vous avez vu les routes être construites, réhabilitées. Et les vous avez vu les écoles être construites. Vous avez vu aussi la question des sociales. À Kinshasa, il y a un seul hôpital qui a été construit. Non, pas les aujourd'hui, lorsque vous circulez, lorsque vous circulez la ville de Kinshasa, vous trouverez assez d'hôpitaux qui vous donnent l'impression de vous dire que ce pays a été Alain Bolodjoa, le président de la République. Il est temps, je voudrais les relever, de faire voir à nos compatriotes que le parti du peuple, c'est ce parti-là qui a permis en sorte qu'on puisse avoir aujourd'hui ce que nous sommes en train de jubiler, nous tous. C'est quelque chose de très important qu'aucun pays d'Afrique centrale n'a fait vivre ces choses dans ces continents. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Le président de la République a dit les budgets de 10 milliards
n'est pas utopique, comme certains le font, arrivent à le dire. Pour un grand Congo, pour un Congo comme la RDC, les 10 milliards, c'est rien. Il a parlé de la mobilisation des recettes. Toutes les recettes doivent être informatisées et digitalisées. Comment vous réagissez? Bon, en fait, c'est ce que je disais. Fort malheureusement, je ne me suis pas fait bien comprendre. Au-delà des intentions, il y a le fait, comme l'a dit Maître. Monsieur Félix Tshisekedi est fort dans la vente des illusions. Mais lorsque vous décortiquez ou vous entrez en profondeur de son discours, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de maladresse en termes de... Bon, je ne dis pas maladresse, mais je dis plutôt il y a trop d'insuffisance en termes de conception, en termes de diagnostic et de solutions apportées. Quand M. Félix Tshisekedi parle de l'économie, effectivement, il part de cette réalité telle que la population est pauvre, nous voulons créer des emplois, mais dans la solution ou de comment solutionner le problème, il pêche toujours par ses méthodes. Commençons d'abord par la chaîne des recettes, la chaîne des dépenses, pardon. Il se pose déjà un sérieux problème à ce niveau. Le fait que lui-même a reconnu que pendant le programme prophétique des 100 jours, ils n'ont pas respecté la chaîne de la dépense. Il constate que le ministre actuel aux Finances n'a pas décaissé l'argent pour financer certains projets. Il s'est plaint en public. Or, ce que le ministre fait en réalité doit être salué par lui. Parce que lorsque vous effectuez des dépenses hors budget, vous êtes en violation de la législation. Ce sont là des réalités. M. Félix Tshisekedi nous dit, non, voilà, nous projetons un budget de 10 milliards. Lorsqu'il est venu au pays, il a pris les pays, le budget a été déjà voté. Non, mais c'est ça la confusion. Il devait imposer sa vision. Non, dans un État. Non, dans un État. Il n'y avait pas non plus un gouvernement. Non, comment ça? Il n'y avait pas un gouvernement. Non, mais il y avait un gouvernement. Non, la continuité. Nommé par Félix Tshisekedi. Non, mais c'est ça la confusion. M. Félix Tshisekedi n'a pas nommé l'administration, mais l'administration continue. Parce qu'il y a un principe sacro-saint qui voudrait qu'il y ait la continuité. M. Félix Tshisekedi... Toutes les recettes seront digitalisées. Doivent être digitalisées. Non, mais là, ce sont des 20 mots. Ce sont des 20 mots qui n'ont pas de sens parce que la solution telle que présentée ne coïncide pas avec le diagnostic. C'est à ce niveau-là qu'il y a un sérieux problème. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi peut faire l'état des lieux, mais la thérapie proposée va en contradiction avec ses objectifs. Aujourd'hui, ce qui devait faire l'objet de notre débat aujourd'hui, c'est 2020. La digitalisation ou l'informatisation de ces secteurs-là ne va pas se faire cette année. C'est-à-dire qu'il projette pour le mois de juillet. Attendez. C'est impossible. Non, attendez. Le budget... Non, mais lui-même dit que ça va se faire au mois de juillet. Mais c'est 2020. Non, mais mois de juillet, nous sommes déjà à mi-exercice budgétaire 2020. Ce sont là des réalités. C'est-à-dire qu'ils projettent mettre en place des mécanismes pour éviter qu'il y ait le coulage des recettes. Ça va commencer au mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème en termes de programmation. Il y a un sérieux problème en termes de stratification opératoire. S'il vous plaît. Merci. Ils sont à deux. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps de placer un mot. Nous devons prendre. Ce qui veut dire, effectivement, tout le monde sait que le pays est pauvre. Tout le monde sait que nous avons des problèmes. Mais ce que nous voulons, il faut qu'il y ait le déclic. C'est-à-dire au niveau conceptuel. C'est ce qu'il semble. Non, lisez très bien le discours, c'est creux. Je vous dis, parce que, effectivement, si on donnait aujourd'hui aux spécialistes en marketing politique le même discours, on peut les compiler en 4 pages. Parce que ça a été mal structuré. Il était trop évasif. Ce qui importe pour vous, ce sont le nombre de mots. Ce sont le nombre de mots. Mais en réalité, il y avait trop de redites, il y avait trop de redondances. C'est ce qui a mis en évidence les faiblesses de ces discours. On peut évoluer, Vous voyez ce qui se passe avec notre frère Alain. Il vous parle des redondances. Il essaie de critiquer les discours du chef de l'État sans en sortir aucune phrase, aucun mot où il y a eu redondance,
Si vous prenez les techniciens, ils vont Non, vous non. sortir ces discours Non, en c'est 4 faux. pages. Ça Non, ne c'est suffit- faux. Écoute-moi, Non. écoute-moi. Attendez, Non, non. je vais vous expliquer Écoute-moi, alors. écoute-moi. Je vous donne Non, alors non, l'information. Attendez. Non, mais laissez-moi le temps de placer. Attendez. Pour critiquer quelqu'un à mal, comme vous le faites, bon, je sais comment l'opposition politique congolaise a Rien à voir avec l'opposition. C'est Rien à tout voir avec simplement l'opposition. prendre des choses, les coller sur la pointe de Non, l'individu. attendez. Gratuitement. Quand Mais M. à ce Félix... jour. Non, à ce attendez. jour, à ce jour. Dès l'entrée de son discours, Oui. quand M. Félix Tshisekedi annonce la création d'une brigade agricole, et à la fin, il revient dans le secteur agricole pour donner des pistes de solutions. Est-ce qu'il a encore mentionné la brigade? Est-ce qu'il fallait, puisqu'il a promis en amont, Non, mais c'est qu'il ça. puisse encore revenir Non, en mais le aval? problème, c'est quoi? Ah, Lorsqu'on non. structure, parce qu'il était dans la programmation, Non, lorsqu'on structure son discours, on doit voir l'état des lieux et puis on voit le plan stratégique. Merci beaucoup. Alors, Lui, il n'a pas posé ça. Alors, Il a la plus dernière mis question l'accent pour vous, sur le la français dernière que question sur pour le vous, contenu pour et cette le discours thématique. a été mal structuré. Boloja, la question pour vous, pour cette thématique, le président de la République veut mettre en place une cellule de climat des affaires. Je vis sur la toile, vous avez commenté, vous n'êtes pas d'accord, vous avez dit, il y a déjà ANAPI. Non, mais effectivement, ce sont là les contradictions. Le président de la République, il dit, pour améliorer le climat des affaires, il faut une bonne justice. Alors, sur ce point-là, vous n'êtes pas d'accord qu'il y ait Non, mais cellule, parce que déjà, le président de la République pilote le comité de climat des affaires. Non, mais effectivement, ce sont là les faiblesses. Il parle du climat des affaires et dans la solution, ça ne tient pas. Comment voulez-vous, alors que nous avons la NAPI, qui a comme mission faire la promotion de l'investissement, lui envisage créer une autre structure pour faire le même travail. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a un sérieux problème en termes de cohérence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a différence entre amélioration du climat des affaires et investissement? Non. Non, il y a différence. Non, il y a une différence. Non, attendez. Permettez-moi de terminer. Il y a une différence parce que améliorer le climat des affaires, c'est un travail qui se fait sur terrain. Et lorsque le climat est bon, il y a des experts qui doivent travailler pour qu'il y ait vraiment un bon climat. Non, et attendez. il y a un autre travail, les investissements. Maintenant, lorsque le climat est bon et travaillé par certains experts, ces experts-là iront à l'extérieur du pays pour aller montrer que le climat est bon en RDC. Non, mais attendez. Il y a une ordonnance créant la NAPI. Ouais. Dans cette ordonnance, on vous énumère les missions dévolues à la NAPI. Parmi les missions, il y a ça. Mais oui, ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a pas pris le soin de bien lire ces décrets-là. Donc, merci beaucoup. Bon, là, vraiment, pour nos téléspectateurs, on doit essayer un peu de réajuster si ça ne marche pas. Mais toutes les informations que nous avons avec le climat des affaires, ANAPI, c'est une agence qui s'occupe pour les investissements. Et dans ANAPI, il y a une direction de climat des affaires. Mais effectivement, ça fait partie de ces missions. Alors, maintenant, pendant un bon moment, le président a vu le climat des affaires est géré par une structure. Mais là, le climat des affaires doit quitter le niveau d'une structure pour atteindre le sommet de l'État. Non, mais le sommet à quel niveau? Président de la à quel niveau? Au niveau de la présidence? Oui. Non, mais ça ne se fait pas. Comme ça se passe ailleurs. Non, c'est faux. C'est faux. Merci beaucoup. Ça se passe ailleurs dans quel pays? Dans tout le pays. Comme quoi, par exemple? Comme Rwanda. Oh, là, mais comme modèle le Rwanda. Non. Ce qu'Alain doit retenir, c'est que le fait pour le président de la République de promettre la création d'une brigade ne veut pas dire qu'il a supprimé ou il a abrogé la NAPI. Ça. Non, la brigade n'a rien à voir avec la NAPI. La brigade, c'est par rapport au secteur agricole. Mais le problème, là aussi, c'est une confusion. Des affaires. Même pour les cellules de climat des affaires. Il y a déjà une structure gouvernementale qui existe. On crée pourquoi? Cette structure a été supprimée par le chef de l'État? Non. Merci beaucoup. S'il vous plaît, il y aura chevauchement en termes d'action. La NAPI est là. Si on doit redynamiser la NAPI, nous sommes d'accord. Mais on ne peut pas créer une autre structure. Non, Alain Bolodja. Et être attaché à la présidence qui n'a pas compétence. Alain Bolodja, il faut faire beaucoup de recherches sur ça. Je l'ai déjà fait. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre climat des affaires et investissement. Non. Alors, Non, il y a pas non, ce sont des éléments complémentaires. Il y a une différence. Alors, nous avons fait des recherches sur ça. Nous avons trouvé Vous l'avez fait en combien de temps? Vous l'avez fait en combien de temps? Parce que c'est là, je dis, moi, journaliste, je fais mon travail. Vous êtes journaliste, moi, je vous dis... Je recadre si les choses ne marchent pas parce que attendez. La population est en train de nous suivre. Il y a des gens, il y a des spécialistes qui nous suivent. Oui. Quand on a créé la NAPI, dans le fond de ces missions, il y a ça.
l'amélioration du climat des affaires. Il y Ça a ne doit l'accompagnement pas- des entreprises. Alors le chef de l'État ne veut pas que Non, l'amélioration il n'a du pas climat- le droit de ne pas vouloir. Oh là. Il n'a pas le droit Merci de ne pas beaucoup. vouloir. Sauf peut-être que vous voulez faire de lui un dictateur. Merci beaucoup. Il n'a Alors, pas le droit de ne pas vouloir. parlons de la politique dans son discours. Il a dit il ne faut pas que les articles intangibles de la Constitution soient dérangés, mais il faut revoir le scrutin à 2 tours pour la présidentielle. Il veut également que les honorables députés nationaux et sénateurs puissent réfléchir par rapport au vote de gouverneur. Élu Congolo. Oui, mais je voudrais bien avant de répondre à votre question, apaiser Maître Kizito Ngoyi en réaffirmant que le PPRD, comme vous l'avez dit, mon cher co-débatteur, le PPRD n'est pas un modèle, le PPRD n'est pas un exemple à suivre. Même un enfant qui vient de naître aujourd'hui ne peut pas Là, vous croire, selon il vous, ne hein. peut même pas vous tendre l'oreille. Selon Et vous. aussi, ça il faut retenir. Non, ça, ça, il y a, ça, je ne il y a, laisse pas passer. il y a. Oui, mais à chaque fois que vous avez la parole, vous me voyez aussi tranquille. Vous Je comparez pense le PPRD à quel mais, parti mais, politique mais, lorsque vous dites que s'il les vous plaît, PPRD les sont journalistes, un vous modèle. avez quand même Laissez- intérêt à laissez nous les Congolais protéger, parler. puisque nous avons aussi droit à la parole, Bien. n'est-ce pas? Et donc, je voudrais également ici, mon cher Kizito, te faire observer que l'alternance, je ne veux même pas parler en termes de l'alternance, puisque pour moi, l'alternance, c'est notre concept, n'est-ce pas, qui explique beaucoup de choses au même moment. Et donc, la prétendue passation civilisée de pouvoir, comme vous le voulez bien, et que les Congolais sont riches et spécialistes dans des gros mots, passation civilisée de pouvoir, que vous avez semblé offrir au peuple congolais, n'est pas plutôt un cadeau, mais c'est le fruit d'une longue lutte, n'est-ce pas? C'est le fruit d'une longue lutte. C'est à ce niveau-là où je n'ai pas été d'accord avec le président de la République. Mais oui, le président a reconnu que Joseph Kabila, c'est lui qui a favorisé la passation du pouvoir. Il a participé, oui, mais ce n'est pas un cadeau. Mais c'est justement à ce niveau-là où je n'ai pas, en tout cas, été d'accord avec le président de la République. Quand il pense que cette passation civilisée, prétendue civilisée de pouvoir, a été acquise par le fait de Joseph Kabila. N'oubliez pas, et pendant qu'il le disait, Rossi Mukendi était en train de bouger dans sa tombe, n'est-ce pas? Jusqu'à ce jour, personne ne nous a jamais dit qui a été le vrai commanditaire de la mort de Tchebeya. Je ne veux pas ici parler d'Armand Tungoulou et bien d'autres. Et donc, il y a des Congolais qui ont donné de leur sang. Moi qui vous parle ici, j'ai eu à perdre certains membres de ma famille, n'est-ce pas? Puisque si cela dépendait, et ça ne peut pas non plus dépendre du PPRD, comme mon estimé mais le président a juriste salué le est en courage train de de Joseph l'affirmer Kabila quand ici. même. Ça aurait dû dépendre Le président du de la volonté. République a salué Ça le aurait courage. dû plutôt Maître, dépendre oui. de la volonté du constituant originaire qui a limité, n'est-ce pas, le mandat présidentiel à des tours, qui a limité ce mandat dans le temps et dans l'espace. Alors, Et revenons vous un peu- avez remarqué revenons à ma que question. Nous sommes allés au-delà, puisque les hommes voulaient à tout prix s'éterniser aux forcing. affaires. Revenons à ma question. Et aussi, il y a eu même des ouvrages à part entière qui ont été écrits justement pour faire pérenniser les individus aux affaires. Donc, Mais il ne revenons à s'agit ma pas- question. Il ne Revenons à ma- s'agit pas ici d'un cadeau. Revenons à ma Et quand question. mon frère Kizito affirme que oui, c'est vrai, le président a des bonnes intentions, nous l'avons tous dit sur ce plateau, mais c'est la gestion quotidienne de l'État qui fera de sorte que, à la fin de son mandat, que le président rende compte au peuple. C'est tout à fait normal. Mais qui gère au quotidien l'État congolais au jour d'aujourd'hui? Mais c'est cette prétendue majorité parlementaire. N'est-ce pas? On ne peut pas prétendre que, à la fin de son mandat, c'est le président de la République. Oui, c'est vrai. Il a cette obligation constitutionnelle pour avoir été élu sur toute l'étendue de la République. Mais le PPRD élargi s'est accaparé du Parlement dans son ensemble. Et le PPRD élargi, FCC, a une majorité au Parlement et c'est cette majorité qui gère au quotidien Alors, l'État congolais. revenons Et il à la reviendra question. à cette majorité Revenons à la de question. rendre compte. Revenons à la Alors, question. par rapport aux dispositions intangibles de la Constitution, mais écoutez, même si le président de la République, dans ses bonnes intentions, ne l'aurait pas soulevé, aujourd'hui, le peuple congolais s'est approprié cette Constitution, n'est-ce pas?
Joseph Kabila n'a pas réussi à toucher aux dispositions intangibles de la Constitution. Et au-delà même des dispositions intangibles, il y a également certaines dispositions qui, en fait, qui sont en fait des dispositions intangibles, mais qui ne sont pas expressément démontrées dans la Constitution. Et donc, la Constitution, c'est notre âme, monsieur le journaliste. Et qu'aujourd'hui, le peuple congolais s'en est approprié. Le président de la République étant le numéro 1 des Congolais, il ne pouvait qu'à rappeler cela. Il ne pouvait qu'à rappeler cela. Mais puisque le peuple s'est déjà approprié cette Constitution dont il est lui-même le rédacteur, dont il est le constituant originaire, nous ne voyons pas par quel mécanisme une majorité. Alors, sa proposition de revoir les élections, revoir mode de scrutin. Nous l'avons dit lors, après la révision. Vous êtes d'accord? Après la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, nous avons été parmi les scientifiques qui ont décrié cette façon de faire les choses. Et que le deuxième tour avait sa raison d'être. Puisque nous ne pouvions pas quand même accepter d'avoir un président de la République élu avec 35% de suffrage. Et mode de désignation de gouverneur. Le deuxième tour fait en sorte que celui qui sera élu président de la République ait réussi à comptabiliser une majorité suffisante qui puisse lui permettre de faire imposer sa fusion. Et mode de désignation de gouverneur. Tout à fait. Mais c'est sur ce plateau que nous avions décrié les corruptions qu'il y a eu dans cette machine du FCC PPRD à travers ces élections des sénateurs et gouverneurs de province. Et donc nous sommes de ceux qui pensent qu'au jour d'aujourd'hui, les gouverneurs doivent être élus au suffrage direct, au suffrage universel direct au niveau de la province, pour avoir aussi beaucoup plus de légitimité. Mais cela, c'est vrai, comme Alain l'a dit, cela risque de faire d'un gouverneur un puissant ou à peu près un petit président de la République, mais ça nous éviterait également de vivre les scandales de corruption. Donc, Alain, vous l'avez dit, il faudrait réfléchir sur ça. Non, mais effectivement, la difficulté que nous avons, c'est quoi? C'est qu'il peut faire des bons diagnostics, mais la thérapie ne suit pas. Ce sont là des faiblesses. Pourquoi M. Félix Tshisekedi a soutenir la révision constitutionnelle? Parce qu'il considère de son point de vue que le gouverneur doit être élu au suffrage universel direct, que l'on devait revoir les élections des sénateurs, parce que lui-même en a été victime. Et qu'est-ce qu'il propose? La révision constitutionnelle. Non, le problème n'est pas seulement au niveau de la Constitution, le problème c'est au niveau de l'immoralité des acteurs politiques. Parce que lui-même déjà, M. Félix Tshisekedi, a été élu au suffrage universel direct, mais son pouvoir a été contesté. Et ne pensez pas que le deux tours garantit le nombre de personnes ou le nombre de suffrages à obtenir. Non. Vous pouvez avoir deux tours, comme c'était le cas en 2006. Mais il peut aussi y avoir contestation. En 2006, il y avait 23 millions d'enrôlés et 16 millions ont participé au vote. Si on ne parle pas de contestation, on parle de nombre de... Non, mais effectivement, c'est ça, en fait, l'analyse que je voudrais faire ici. Ouais. En 2006, il y avait 23 millions d'enrôlés. Il y a eu 16 millions de suffrages valablement exprimés. Mais le président élu au deuxième tour n'avait pas autant de voix que ça. Parce que la légitimité dont on parle, il ne s'agit pas de la légitimité sociologique en tant que telle, mais c'est ce qu'on appelle, Max Weber appelle la légitimité rationnelle, conformément à la loi. Même si M. Félix Tshisekedi pouvait être élu au suffrage universel direct à un seul tour, s'il n'y avait pas contestation, s'il y avait transparence, en termes des élections, il n'y aura pas de contestation. Il bénéficierait de cette légitimité. Le problème, ce n'est pas au niveau des contestations, le problème, c'est au niveau du pourcentage. Non, mais effectivement, c'est ce que j'ai dit. Être président. Attendez, il y a 80 millions d'habitants au Congo, 80 millions de Congolais. Il y a eu 32 millions d'enrôlés et 18 millions ont participé au vote. Et 7 millions ont voté pour Félix Tshisekedi. Non, même s'il y avait 17 millions. Si vous non, c'est-à-dire, dans votre logique, c'est-à-dire 18, mais 7 millions ont voté pour Tshisekedi. Donc, c'est-à-dire, auraient voté pour Tshisekedi. Pour plus de 80 millions, il n'y a que 7 millions. Donc, c'est rien là. Même à deux tours, c'est possible d'avoir un nombre réduit de personnes qui votent. Parce que les Congolais ne sont pas obligés de voter. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau de la qualité des élections. Merci beaucoup. On peut avoir 10 millions de votants, mais si les votes sont transparents, merci. Eh bien, ça va faciliter le problème au lieu de mettre l'accent sur la révision. Pour la désignation. Par rapport à la révision constitutionnelle, nous savons tous que M. Félix Tshisekedi n'a pas de majorité. Sauf peut-être s'il considère que les FCCK, c'est ça sa majorité. Or, M. Kabila et les autres ont leur velléité.
Et j'ai compris pourquoi ça s'est fait. Il avait approché M. Delis Esanga, et après, il a laissé partir. Il a demandé à M. Delis Esanga de faire une proposition de la révision constitutionnelle. Il revient maintenant pour qu'il y ait révision, en oubliant qu'ils n'ont pas la majorité. Parce que quand vous vous lancez dans le débat sur la révision constitutionnelle, dès lors que la majorité des membres du Parlement acceptent, recevez le projet de la révision constitutionnelle, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi je dis qu'il y a complicité. M. Félix Tshisekedi ne doit pas nous dire qu'on ne va pas toucher aux dispositions intangibles, dès lors que lui-même est en deal avec Kabila. C'est pas probable aussi qu'il soit dans la stratégie. Révision de la Constitution, on ne doit pas toucher aux articles intangibles. Non, mais lui, il est dit. C'est à la population. Non, non, c'est constitutionnel. Mais pourquoi demander à la population, dès lors que les institutions sont instables? Merci beaucoup. Il doit attendre le jour où il y aura une bonne majorité. C'est en ce moment-là qu'on va réviser la Constitution. Est-ce que la proposition de Félix Tshisekedi, ça tombe bien? Merci beaucoup. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord répondre sur ce que Maître Elie disait ici. Je ne voudrais pas faire passer ça lorsqu'il estime que le PPRD n'est pas un modèle. Non, je dis c'est faux. Parce que lorsque vous parlez que le PPRD n'est pas un modèle, vous le comparez avec quel parti politique? Non, par rapport au bon sens. Non, attends, bon sens par rapport à quel parti politique? Quel parti politique? Par rapport au bon sens. Dites-moi un autre parti. Par rapport à la loi. Dites-moi quel est ce parti politique qui a le bon sens plus que le PPRD? Citez-le-moi. Qui a dirigé ces pays avec beaucoup de difficultés énormes. Vous oubliez là où nous venons avec ces pays. Les gens venaient dans ces pays pour accéder au pouvoir. Non. Alain, c'est mon temps. Alain, c'est mon temps. Pardon, c'est mon temps. Dans ces pays, les gens, pour venir au pouvoir, ils accédaient par le coup de balle, par le coup de feu. C'est avec Joseph Kabila, avec ses partis politiques, les PPRD, qui avons mis fin à cette pratique. Vous avez prôné pour la continuité. Attendez. C'est la population qui s'est soulevée. Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Vous avez dit. Laissez-moi le temps de parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde bien. Regarde bien. Joseph Kabila, mais si moi et vous aujourd'hui nous sommes sur ce plateau en train de parler politique et de citer les noms de cette icône, avec d'ailleurs légèreté, c'est parce qu'il y a une démocratie. Et cette démocratie ne vient pas seulement de toi ou de moi, de qui. Ça devient d'un individu, de cet organe qui a incarné cette puissance démocratique dans ce pays. Non, Joseph Kabila, en libéralisant l'espace politique. Non, et regarde bien, lorsque vous parlez des mandats conditionnels, Joseph Kabila, aucune fois dans sa bouche, il a osé parler de dépassement de son mandat constitutionnel. Attendez que je termine. Pourquoi vous me coupez la parole? Il n'a jamais dit. La Constitution lui donne un mandat une fois renouvelable. C'est qu'il a fait. Nous arrivons à la fin de son mandat. Il y a eu beaucoup de contraintes budgétaires. On vous dit, c'est une élection très déterminante dans la mesure où il ne prendra pas part. Il voit comment les différents personnages politiques, comment ils se comportent, puisqu'ils maîtrisent bien la classe politique congolaise. Il dit, chers amis, il est vrai que lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais, il faut donner au président du Sénat. Mais on vous dit, mais le président du Sénat lui-même est en dépassement des mandats. Il n'y a pas moyen de le laisser pour organiser les élections dans les 90 jours qui suivent. Et on dit, mais c'est votre interprétation, c'est différent avec ce que la Cour constitutionnelle nous a présenté. Attendez, mais la Constitution dit que s'il n'organise pas les élections, il reste jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'était ça le contexte, c'est la brèche que la Constitution. Attendez, maître Elie. Non. Attendez, s'il vous plaît. C'est la brèche que la Constitution ouvre. Voilà pourquoi les dialogues avaient été convoqués et que nous sommes partis. Le président de la République propose qu'il y ait 2 tours. Votre réaction? Voilà. Bonne proposition, parce que dans ces pays, nous avons assisté. Les élections de 2006 étaient à 2 tours. Mais nous avons vu ce que ça a donné. Ouais. Mais il est aussi vrai qu'aujourd'hui, si nous allons à 2 tours, c'est important parce que la loi électorale, jusqu'à preuve du contraire, recommande le mode informatique pour le vote. Vous voyez, aujourd'hui, pour voter, on nous parlera plus de bourrage des urnes, comme on l'a évoqué en 2011 et en 2006, par Jean-Pierre Mbemba et tout consort. Mais aujourd'hui, il y a plus de transparence et de crédibilité. En quoi? La transparence, elle est là. Elle est là parce qu'aujourd'hui... Parce qu'on n'a pas ventilé les résultats. Attendez là. Qui a contesté l'élection du président Félix Tshisekedi? Non mais tout le monde conteste. Qui?
En commençant d'abord par Fayoulou. Non, Fayoulou n'est pas tout le monde. Oh. D'ailleurs, il a contesté. Attendez. Même Félix Tshisekedi a contesté les résultats. Mon Dieu. Il a dit Attendez. devant le Congrès. Attendez. Fayoulou a contesté, il est allé à la Cour constitutionnelle, il a eu gain de cause. Non, mais c'est ça, les systèmes. Merci. Attendez, on arrive. Prenons la logique. La logique, elle est celle-ci. Elle parle de Senko. Senko n'a pas reconnu la victoire de Félix. Quand ça c'est pas Senko qui organise les élections. Allons-y. Alors, la toute dernière question, répondez-moi dans 10 secondes. À 10 secondes. Aujourd'hui, pour les modes de la désignation du gouverneur, le président de la République propose un palliatif. Il est aussi vrai que, vous savez, dans notre pays, lorsque nous avons beaucoup de contraintes budgétaires, il faut penser qu'on aille par l'élection indirecte pour les gouverneurs et les sénateurs. Ça prend encore toujours les moyens pour organiser. Pourquoi ne pas organiser ces élections au même moment qu'à l'élection du président de la République, qu'à l'élection des députés nationaux et les députés provinciaux, mais aussi pour les gouverneurs et les sénateurs? C'est une proposition pour le président de la République. Et cette proposition sera débattue à l'Assemblée nationale. Alors, votre point de vue? Mon point de vue, nous devons vivre la démocratie sur tous les plans, à tous les niveaux. C'est une expérience aussi que nous devons vivre. Est-ce que nous pouvons passer par là? Nous pouvons y aller pour la première fois pour voir ce que ça va donner. Si ça donnait les meilleurs résultats. Attendez. Est-ce qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous arrête la parole. Est-ce Attendez. Merci, s'il vous plaît. Mon ami Necker, attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous analysons l'élection des gouverneurs et des sénateurs, ça n'a pas démontré ses limites? Avec tout ce qu'il y a eu, des gens qui ont eu à crier la corruption. Vous êtes pour. Je suis pour. Merci beaucoup. Si ça nous est à cette contestation, j'accepte qu'on change. Vous risquez de mettre en mal la charpente institutionnelle. Merci beaucoup. Il n'y a pas de charpente. Pourquoi le gouverneur, pourquoi les députés doivent voter le gouverneur? C'est justement pour qu'il y ait un garde-fou. Non, lesquels? Bolodja, s'il vous plaît, c'est moi qui gère le débat. Alors, je vous donne 30 secondes à chacun pour la situation qui se passe à Béni. Chaque jour, il y a des tueries. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des massacres. Je commence avec vous, Kizito. 30 secondes. Ce qui se passe à Béni est insupportable. Je l'ai déjà dit à plusieurs fois que ça devrait cesser. L'État congolais devrait tout mettre en place pour sécuriser nos compatriotes de Béni. Nous ne pouvons pas être à Kinshasa, montant, descendant, mangeant, buvant, et que nos compatriotes sont en train de souffrir à l'est de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je demande, tout ce qu'il faut faire à ce jour, c'est que l'État congolais doit tout mettre en place pour que ce peuple soit sécurisé, afin que cette barbarie ne se répète plus. C'est tout ce qu'il faut faire. Financer les moyens, doter beaucoup de matériel à l'armée congolaise, à la police, au service des renseignements, pour que ce qui devrait être fait doit l'être normalement. Alors, le retour de Fayoulou, il a dit qu'il y a des mercenaires dans l'armée. Non, moi je n'ai même pas toujours parlé de Fayoulou. Et puis cette histoire, lorsque Fayoulou part, il rentre, bon, on fait amener un groupe de gens à l'aéroport, aller l'accueillir. Je ne sais pas pourquoi. Fayoulou, non, je ne voudrais pas parler de Fayoulou. Fayoulou, c'est un célèbre inconnu dans ces pays ici. Il est vrai qu'il a été candidat. Il a été deuxième aux élections. Non, il n'était pas deuxième, il était troisième. Il est venu troisième dans les conditions que nous connaissons tous. Il doit tout simplement vous concrétisez la Cour constitutionnelle. Non. Ça, c'est grave. Merci beaucoup. Eli Kongolo, tuerie à Béni, Martin Fayoulou propose, il a dit tout haut qu'il y a de mercenaires à le FARDC. Oui, très rapidement, les 30 secondes, mon collaborateur en a eu. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Très rapidement, Monsieur Leclerc, je voudrais ici rappeler à Maître Kizito que les constituants n'ont jamais dit que si les élections ne sont pas organisées, le président de la République qui est en fonction reste en fonction jusqu'à l'installation définitive d'un nouveau président. En tout cas, les constituants n'ont jamais dit que si les élections ne sont pas organisées, la constitution a parlé d'un cas d'empêchement. Je sais ce que j'ai dit. Voilà. Le constituant a donné un timing. Et avant l'expiration d'un tel mandat, les élections doivent être organisées. Du moment où, avant l'expiration, les élections ne sont pas organisées, on tombe dans l'illégalité. Et le principe de continuité de l'État et ou des services publics ne peut pas être d'application dans l'illégalité, puisque les élections n'ont pas été organisées dans les temps.
On est en dehors du temps. Ça, c'est un débat d'école. Tout à fait. Et aussi, et donc, les élections et autres, écoutez, les Congolais ont été en Sun City, il y a eu la constitution. S'il vous plaît. Cette constitution a donné naissance à la constitution du 18 février 2006 qui semblait être mise à mal par le pouvoir. Par rapport aux tueries de Béni. Écoutez, monsieur le cœur, ce n'est pas un plaisir de parler de à chaque fois que nous avons l'occasion d'être sur ce plateau, de parler des tueries de Béni. On aurait dû pleurer et être mouillé en larmes. La solution ici, elle est unique. C'est ainsi que j'ai rejoint Fayoulou, puisque je l'ai dit, appelé d'une fois ici. Le chef de l'État doit prendre son courage. Je l'ai dit, ce n'est pas pour rien que le constituant originaire a fait de lui commandant suprême des forces armées. Il doit prendre sa responsabilité en main. Nous avons des officiers affairistes. Nous avons des mercenaires dans cette armée. C'est dans ce pays et sous le régime Kabila où un Rwandais pouvait quitter Kigali. Il passe ni sur le sol congolais. Le matin, il est congolais. Il est général dans l'armée. Et ça se connu de tous. Et donc, notre armée doit être épirée. On a placé FARDC. Et donc, le président de la République a parlé de 21 millions militaires de FARDC maintenant à Béni. Je vous dis, on en mettra autant. Mais dès lors que les mauvais fruits, les mauvaises herbes ne sont pas dénichées et mis hors d'état de nuire, nous allons Merci, nous sommes arrivés à la fin. Et le président de la République doit prendre ses responsabilités. Amen. Merci, je clôture avec Alain Molodja. Tuerie à Béni, retour Martin Fayoulou porté sur Intipoy, tout ça. Est-ce que c'est une bonne image déjà d'être porté sur Intipoy et puis il dit que l'État doit démanteler le mercenaire qui se trouve au FARDC? Bon, je salue d'abord le retour de M. Fayoulou, mais c'est quand même surprenant de voir que le pouvoir vient dans ces plateaux et se comporter en syndicat. Vous êtes du pouvoir. Il faut poser des actes qu'il faut. Il faut prendre des décisions qu'il faut. Ne venez pas vous plaindre ici. C'est à la société civile, à l'opposition, de se plaindre. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas d'accord sur ce qui s'est fait. Le gouvernement doit donner. Mais vous êtes du pouvoir. C'est vous qui avez le commande, les leviers du pouvoir. Vous avez les finances. Nous payons l'impôt. Attendez. Nous payons l'impôt. Nous savons qu'on doit bien payer les militaires. Les militaires le moins payés touchent 100 000 francs. Ça, c'est votre régime. Vous êtes toujours dans la 100 000 francs. 100 000 francs. Prime de guerre, 10 500. Alors, c'est la cause de tuerie à Béni. Non, mais effectivement, parce qu'il n'y a pas une bonne dotation, il n'y a pas une bonne motivation. Alors, vous n'êtes pas dans le logique de Martin Fayoulou qui dit qu'il y a des mercenaires. Il n'y a pas question de soutenir Martin Fayoulou pas. Tous les Congolais conscients savent qu'il y a double niveau de commandement dans ces pays. Quand les autres suivent Félix Tshisekedi, la plupart des officiers militaires dépendent des humeurs de M. Kabila. Ils ont fait allégeance à M. Kabila. Merci et c'est ce qui justifie d'ailleurs. Non mais attendez. Merci beaucoup. Merci Nous connaissons tous l'incidence et les implications de M. Kabila. Le jour où M. Félix Tshisekedi va avoir effectivement le commande de l'armée, probablement il va résoudre le problème. Effectivement, il y a des généraux affairistes. Je cite un. Vous reconnaissez que Félix Tshisekedi vient faire quoi là-bas? Vous voulez citer, c'est lui qui reste en commande de l'armée. Vous voulez citer Je cite un général, attendez, soyez tolérants. Je cite un général. Maniema Union, c'est une entreprise, non? Tu sais que ça s'appelle l'imputation de Majab? Maniema Union, c'est une entreprise, ça appartient à qui? À un général. Quand on vous dit il y a des affairistes, un général. Non mais attendez. J'ai dit, merci. Il y a des affairistes, il y a un général. Merci et beaucoup. Aujourd'hui, nous sentons que M. Félix Tshisekedi n'a pas encore le commande de l'armée. Tous ces généraux dépendent de M. Kabila. Et ça doit cesser. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, merci à Alain Molodja, bien que vous n'avez pas commenté le retour de Fayoulou sur non, j'ai félicité, j'ai salué. Sur une Intipoy, je ne sais pas, une Intipoy ou quoi là. Alors, c'est anticonstitutionnel? Non, je dis en termes de communication, la population prend... Ce sont des méthodes reculées. Non, mais parce que vous avez un chef de file qui ne peut plus rien populaire. Monter sur l'équipe. Mais c'est justement parce que vous avez un problème. Vous avez un leader impôt par la consommation. C'est ça la difficulté. Merci beaucoup. Et aussi, c'est que vous n'avez pas signalé que Fayoulou a pris
en otage le boulevard Lumumba le dimanche. Non, mais ça arrive. En otage comment? La police a fait son travail. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Parce que Félix Tshisekedi le fait presque chaque jour. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Maître Kizito, Monsieur Bolodjoa, Monsieur Kongolo, merci. Maître Kongolo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, restez branchés sur les ondes de Vainqueur Télévision. Réplique, débat revient avec le prochain numéro. Merci de nous avoir suivis.